Il n'y a pas 36 mondes habitables dans le coin. Si on devait quitter la Terre demain matin, on aurait très peu d'options. Et pourtant, il y en a une qui revient toujours, Mars. Pourquoi elle? Pourquoi pas une autre planète? Spoiler, c'est pas parce que c'est pratique, c'est parce que c'est moins pire. Dans notre système solaire, la majorité des planètes sont totalement inexploitables pour l'humain. Mercure, trop proche du Soleil, sans atmosphère. Il fait moins 170 degrés Celsius la nuit et plus 430 degrés Celsius le jour. Vénus, pire, une vraie cocotte minute infernale à 470 degrés Celsius, avec une pression écrasante et des pluies d'acide sulfurique. Charmant. Plus loin, on a les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Aucune surface solide que des tempêtes monstrueuses et des atmosphères mortelles. Restent les lunes glacées comme Europe ou Titan, mais elles sont à des années de développement technologique, rien de concret pour l'instant. Mais pour en savoir plus sur les planètes qui pourraient être habitables, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les candidats potentiels. Et puis, il y a Mars. Mars, c'est un peu la ruine qu'on veut retaper. Elle a une gravité raisonnable, 38% de celle de la Terre. Des saisons, un jour qui dure à peu près 24 heures, et surtout, elle a de l'eau, enfin de la glace. Et ça, c'est la base. Sans eau, aucune chance de survie. Autre point clé, on connaît déjà bien Mars. Depuis les années 70, on y envoie des sondes, des rovers, des satellites. On a cartographié sa surface, analysé son sol, étudié son atmosphère. On sait où sont les ressources, on connaît les dangers et on a déjà des plans pour y poser des humains. Alors non, Mars n'est pas habitable, naturellement. Il fait en moyenne moins 60 degrés Celsius, l'air est irrespirable, 95% de CO2, et le rayonnement solaire est dangereux. Mais c'est la seule planète du système solaire où on peut envisager sérieusement d'envoyer des gens, de construire, de vivre. Bref, si on devait tout recommencer quelque part, ce serait là. Pas parce que c'est idéal, mais parce que c'est le moins hostile des mondes hostiles. Ok, admettons, Mars est notre meilleure option. Mais comment on y va? Parce que c'est pas le genre de voyage que tu fais en covoiturage. On parle de plus de 50 millions de kilomètres, dans le meilleur des cas, quand la Terre et Mars sont bien alignés. Et même là, c'est minimum 6 à 9 mois de trajet. Alors, qui peut nous emmener? Aujourd'hui, le plus sérieux sur la ligne de départ, c'est clairement SpaceX. Elon Musk ne s'en cache pas, son objectif ultime, c'est de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Et pour ça, il mise tout sur un engin, le Starship. Une fusée 100% réutilisable, gigantesque, capable de transporter plus de 100 tonnes de matériel, ou une centaine d'humains à la fois. Le but? Réduire drastiquement les coûts d'un aller simple vers Mars. On parle d'un ticket qui, selon Musk, pourrait un jour descendre sous la barre des 100 000 $ par personne, ce qui reste cher, mais pas délirant à l'échelle spatiale, d'autant que Starship est déjà en phase de test, avec plusieurs vols suborbitaux et des tentatives de lancement vers l'orbite. Mais attention, SpaceX n'est pas seul sur le terrain. La Chine avance vite aussi. Elle a déjà posé un rover sur Mars, elle développe son propre lanceur lourd, Longue Marche 9, et elle prévoit une mission habitée dans les années 2030. La NASA, de son côté, joue la prudence. Elle prépare le terrain avec Artemis, retour sur la Lune, puis vise Mars pour plus tard, sans calendrier très précis. Côté logistique, c'est un casse-tête. Il faut envoyer des tonnes de matériel avant même d'y mettre un pied. Habitat, énergie, nourriture, outils, système de survie. Et tout ça en coordination avec des fenêtres de lancement très rares, une tous les 26 mois environ. Bref, aller sur Mars, c'est possible. Mais ce sera long, cher, risqué, et pour l'instant, réservé à une poignée d'acteurs capables de jongler avec la science, la technologie, le budget et la patience. Poser le pied sur Mars? Ambitieux, s'y installer durablement? Là, on entre dans une autre dimension, parce que Mars, malgré sa belle teinte rouge, n'a rien d'accueillant. Coloniser cette planète, c'est littéralement vouloir faire vivre des humains dans un endroit conçu pour tout sauf la vie. Et pour ça, il faudra surmonter une série de problèmes majeurs qu'aucune technologie actuelle ne règle complètement. Le premier obstacle, c'est l'atmosphère. Composée à 95% de CO2 avec seulement 0,13% d'oxygène, elle est irrespirable. Et comme si ça ne suffisait pas, la pression est 170 fois plus faible que sur Terre. Concrètement, sans combinaison, on meurt en quelques secondes. Il faudra donc vivre dans des habitats hermétiques, capables de produire leur propre oxygène,
probablement grâce à des systèmes comme Moxie, testés par la NASA. Une technologie prometteuse mais encore très expérimentale. Et comme respirer n'est pas le seul souci, parlons température. En moyenne, il fait moins 63 degrés Celsius sur Mars et ça descend régulièrement en dessous de moins 100 degrés Celsius la nuit. Même à l'équateur, ça gèle. Les habitats devront donc être hyper isolés, constamment chauffés et capables de résister aux tempêtes de poussière géantes qui peuvent durer des semaines et recouvrir toute la planète, bloquant totalement la lumière du Soleil. Et sans lumière, pas d'énergie, mais aussi pas de protection naturelle. Parce que Mars, en plus de tout ça, n'a ni champ magnétique global, ni atmosphère dense pour nous protéger. Résultat, les radiations solaires et cosmiques frappent dans la surface en continu. Pour survivre, il faudra soit vivre sous terre, soit construire des dômes blindés recouverts de régolithes martiens. Plusieurs mètres d'épaisseur seraient nécessaires pour rester à l'abri à long terme. Mais même si on réussit à se protéger, une question se pose vite. Et l'eau dans tout ça? Il y en a, oui, mais pas accessible facilement. La plupart se trouvent sous forme de glace, enfouies sous la surface ou concentrées au pôle. Il faudra forer, extraire, purifier, tout ça avec une logistique lourde et une dépense énergétique massive. Et chaque goutte devra être récupérée et recyclée à l'extrême. Et puisque boire ne suffira pas, il faudra aussi manger. Impossible d'importer des tonnes de nourriture en continu depuis la Terre. Il faudra produire sur place. Mais le sol martien contient des perchlorates toxiques. Aucune plante ne peut y pousser sans traitement. Il faudra donc construire des serres hermétiques, utiliser l'agriculture hydroponique ou aéroponique, contrôler température, humidité, lumière. Bref, créer un écosystème totalement artificiel en espérant qu'il soit stable. Et tout ça, évidemment, demande de l'énergie. Beaucoup. Les panneaux solaires sont utiles, mais vite limités avec la poussière martienne et l'éloignement du Soleil. C'est pourquoi la NASA planche sur des mini-réacteurs nucléaires comme Kilopower, capables d'alimenter des bases en continu. Une technologie en développement, mais clairement indispensable à la survie sur Mars. D'ailleurs, le film Seul sur Mars est très réaliste sur ces points. C'est un film très cool pour les fans de science, et pas que. Mais même si on règle tout ça, il reste un autre problème, plus insidieux, le corps humain. Sur Mars, la gravité est presque 3 fois plus faible que sur Terre. On ne sait pas encore exactement les effets à long terme, mais on sait déjà que ça provoque une fonte musculaire, une perte osseuse et des troubles cardiovasculaires. Il faudra faire du sport tous les jours et peut-être inventer des habitats à gravité artificielle. Un défi encore largement théorique, et bien sûr, il ne faut pas négliger la santé mentale. Vivre enfermé, coupé de la Terre, dans un environnement ultra répétitif, hostile, sans ciel bleu ni nature, c'est un cocktail parfait pour la dépression ou les tensions sociales. Il faudra penser les habitats non seulement pour la survie, mais aussi pour le bien-être, avec des espaces communs, de la lumière artificielle bien pensée, peut-être même des murs qui affichent de proche des paysages virtuels. Et face à tout ça, certains se disent « Et si on transformait carrément Mars au lieu de s'adapter à elle ?» C'est là qu'arrive Elon Musk, avec son projet ultra controversé Nuke Mars. L'idée? Bombarder les pôles martiens avec des armes nucléaires pour faire fondre la glace, libérer du CO2, déclencher un effet de serre et réchauffer toute la planète. Oui, littéralement bombarder une planète pour la rendre plus habitable. En théorie, ça pourrait épaissir l'atmosphère, augmenter la température et, à terme, permettre la présence d'eau liquide à la surface. Mais en pratique, ce plan est à la fois colossalement complexe, extrêmement coûteux et politiquement explosif, sans mauvais jeu de mots. On parle de centaines de bombes, de décennies de travail et d'effets climatiques encore très incertains. Même Musk reconnaît que ce n'est pas un plan pour demain, mais une vision lointaine, presque de science-fiction. Quitter la Terre, ça peut ressembler à un délire de science-fiction ou à un caprice de milliardaire. Mais quand on regarde de plus près l'état de notre planète, la question devient presque logique. Ce n'est pas tant qu'on veut fuir la Terre, c'est qu'on commence à comprendre qu'elle n'est pas éternelle, ou plutôt que notre présence dessus ne l'est pas. Le changement climatique, l'épuisement des ressources, les risques de conflits mondiaux, les pandémies, les dérèglements écologiques, les menaces sont nombreuses et elles ne sont plus théoriques. Même des scénarios plus rares, comme l'impact d'un astéroïde ou une super-éruption volcanique, restent-ils possibles et pourraient rendre notre monde invivable en quelques mois. Pour Elon Musk et d'autres, coloniser une autre planète, c'est une assurance vie pour l'humanité. Un plan B, un filet de sécurité.
Ce n'est pas qu'on va tous déménager demain, mais plutôt qu'on prépare un futur où, peu importe ce qui arrive ici, la civilisation ne s'éteindra pas en un seul coup. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour abandonner la Terre. La colonisation de Mars ne doit pas être un prétexte pour polluer sans limite ici, ou oublier nos responsabilités. La Terre reste notre maison, et rien ne pourra jamais la remplacer. Ce projet spatial doit être vu comme un défi scientifique, une avancée technologique et un acte de prévoyance, pas comme une fuite. Et maintenant, la vraie question. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour réussir ça? Mars n'est pas la solution miracle. C'est un rêve complexe, dangereux, mais peut-être nécessaire. Ce que ce projet dit surtout de nous, c'est qu'on est une espèce prête à tenter l'impossible pour survivre, à construire, à innover, à explorer. Mais jusqu'où ça nous mènera? Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas le like et l'abonnement car l'ère spatiale ne t'attendra pas pour continuer son envol.